Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, n'est plus. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait un profond respect, une grande considération pour les religions. Il n'hésitait pas à aller à la rencontre des guides religieux pour recueillir leurs avis et obtenir d'eux des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. À suivre dans cette édition le témoignage des guides religieux. La saison des pluies pointe à l'horizon pour éviter les scénarios catastrophes liés aux inondations. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, prend des dispositions dans certains quartiers d'Abidjan. Des travaux ont été réalisés. Le point avec Grace Kondo dans ce journal. Le Congo-Brazzaville vote demain dimanche 21 mars 2021 pour la présidentielle. Les électeurs devront choisir entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et 6 autres candidats. Quel engagement pour la population autour de ce scrutin? Nous irons à Brazzaville où séjournent nos reporters Sidonie Davila et Kéré Adama. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le défunt chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, décédé à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer, repose désormais à Séguéla. Il a été inhumé dans la stricte intimité familiale. Puis ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le prolongement de ses obsèques, la cérémonie du 7e jour se tiendra demain dimanche dans la commune d'Abobo, précisément à la mairie. Cette cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de la RTI. Une disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui laisse un vide profond dans le cœur de ceux qui l'ont aimé, pratiqué, côtoyé au quotidien, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'a uni dans les liens sacrés du mariage en sa qualité de maire de la commune d'Abobo. Au micro de notre reporter Kwadio Kwame, un couple et pas n'importe lequel, le tout premier qui l'a uni, le couple Ouattara, se souvient comme si c'était hier de cette célébration officiée par celui qui fut le maire de la commune d'Abobo. Témoignage. Le maire d'Abobo a célébré de nombreux mariages, dont celui de Jean-Pierre Adiaban Ouattara avec Robertine Akissi Kwadio, le 15 décembre 2018. Le marié raconte le souvenir de son union civile scellée par le premier magistrat de la commune d'Abobo. Ce jour vraiment m'a beaucoup marqué parce que je ne m'attendais pas à ça. J'avais beaucoup prié même pour le rencontrer, mais je pense que Dieu sait faire les choses. Et ce jour, ça a été vraiment un jour exceptionnel pour moi. La générosité d'Ahmed Bakayoko a surpris les tourtereaux. Franchement, il m'a satisfait avec une somme de 1 million de francs CFA. Aujourd'hui, il n'est plus. Je vais vraiment prendre soin de ma femme comme il m'a demandé. Prendre soin aussi aux habitants de mon quartier, vraiment être à la hauteur comme il me l'a demandé. Pour Jean-Pierre Adiaban Ouattara, les conseils d'Ahmed Bakayoko demeurent une source de consolidation des liens avec son épouse. Vraiment, les mots qui m'ont beaucoup marqué, c'est que au cours du mariage, après le mariage, il m'a appelé moi à côté, me demandé quel métier j'exerçais. Je lui ai dit effectivement, ici du bâtiment, j'ai fait la maçonnerie. D'accord, il m'a beaucoup félicité. Il m'a même dit d'être un exemple pour lui à Bobo. Voilà, qui souhaiterait que notre couple reste vraiment à jamais jusqu'à ce que la mort ne sépare. Décédé le 10 mars en Allemagne, un hommage national a été rendu au Premier ministre Ahmed Bakayoko le 17 mars à Abidjan, en présence de plusieurs chefs d'État africains. Ahmed Bakayoko, le généreux donateur, l'homme affable, avait un profond respect, une grande considération pour les religions. Il n'hésitait pas à aller à la rencontre des guides religieux pour recueillir leurs avis et obtenir d'eux des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. L'homme est hélas aujourd'hui parti, mais les guides religieux gardent de lui un excellent souvenir, des témoignages qu'ils ont bien voulu partager avec notre reporter Éric Goré. Si Ahmed Bakayoko était une personnalité spéciale, c'est parce qu'il craignait Dieu. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait une relation particulière avec les hommes de Dieu. Mais chaque vendredi, Ahmed choisissait une mosquée à Abobo pour aller prier là-bas. Jusqu'à il a amené le chef de l'État lui-même. Vraiment, Ahmed, c'était une bonne personne. D'obédience musulmane, Ahmed Bakayoko était aussi attaché aux guides religieux chrétiens. La mort ne met pas fin à la vie. C'est vrai qu'il a quitté ce corps, l'enveloppe que Dieu a donnée pour manifester l'esprit. Il est quand même toujours vivant. Ce n'est pas un désespoir, il est vivant au ciel. Il est rentré au ciel, mais il faut lui rendre hommage à cause de son esprit d'ouverture, de son humilité
Lorsqu'il est venu ici, nous avons senti en lui un homme humble. C'était la première fois que je le rencontrais, que je causais avec lui. Selon les guides religieux, le Golden Boy était exceptionnel. Il y avait une dame qui était dans la chorale. Le Premier ministre a pris le micro. Il dit, pendant que l'évêque général était en train de prêcher, j'ai remarqué une dame. Et il a indexé la dame dans la foule. Il lui a posé la question, tu habites où? Et elle a signifié, je suis dans la commune de Yopougon. Et puis il lui dit, comme tu es dans la commune de Yopougon, je t'offre une maison dans la commune de Yopougon. Ahmed Bakayoko respectait tout le monde et il vénérait Dieu. Dès la prise de sa fonction de Premier ministre, il a rencontré son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin pour se confier à lui, pour mettre son service sous le regard de Dieu. Ça a été un geste émouvant, ça a été un geste qui, venant de lui, a été très apprécié par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin. Ce qui fait la beauté de sa vie, ce sont les gestes simples qu'il a eu à accomplir. Ce sont les gestes simples qu'il a posés sur ceux et celles qu'il a rencontrés dans son existence. Matthieu 25 nous dit, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Des guides spirituels avouent que le départ d'Ahmed Bakayoko laissera un grand vide. Il avait compris Dieu dans sa dimension plurielle. Pour lui, Dieu, c'est celui qui ouvre ses bras à tout le monde. Et il avait bien compris cette leçon en tant qu'homme politique. Je retiens de lui un homme rempli d'amour, un homme que la Côte d'Ivoire va regretter vraiment. C'est une très très grande perte pour la Côte d'Ivoire tout entière. Une perte également pour la communauté croyante, pas seulement la communauté musulmane, puisqu'il faisait du bien pour tous les fidèles, les musulmans, les chrétiens, en tout cas tout le monde parle bien de lui. La Côte d'Ivoire a perdu un homme de foi, un homme de grand cœur. Décédé le 10 mars dernier, Ahmed Bakayoko a été inhumé dans la stricte intimité familiale ce vendredi. À la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Qatar, on a également une pensée particulière pour le défunt Premier ministre. Les Ivoiriens résidant dans ce pays, avec à leur tête l'ambassadeur Abdoul Karim Cissé, ont initié une cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Présent à cette cérémonie, certaines autorités du Qatar, ainsi que la représentation diplomatique d'autres États. Konaté Moussa. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar rend hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Décédé le 10 mars dernier, le personnel de l'ambassade et les Ivoiriens vivant à Doha sont venus honorer la mémoire de l'illustre disparu sous la conduite de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Abdoul Karim Cissé a salué les qualités professionnelles et politiques d'Ahmed Bakayoko, son courage, son sens de la responsabilité dans l'accomplissement de ses multiples tâches, sa constance dans la recherche du compromis. Aussi, les qualités humaines du Premier ministre ont été reconnues, à savoir sa loyauté envers le chef de l'État Alassane Ouattara, son exemple d'ouverture et de rassemblement, ce qui a fait de lui un modèle pour la jeunesse. Dans ce deuil qui frappe le pays, l'ambassade de Côte d'Ivoire bénéficie de la compassion des autorités du Qatar ainsi que des représentations diplomatiques d'autres États. Tous ont salué le parcours d'un homme d'État, un grand serviteur de la nation. Et les amis de la Côte d'Ivoire qui sont solidaires dans le deuil qui touche le pays, une délégation venue de la République démocratique du Congo, conduite par Yvette Tabou Inangoy, ministre de la Culture et des Arts de la ville de Kinshasa, est venue exprimer la compassion du peuple congolais à la Côte d'Ivoire. Ses propos ont été recueillis par Jean-Luc Bambo. Son dynamisme, son leadership et son attachement au développement de la jeunesse et surtout à la culture ont dépassé les frontières de son pays. Pour son ultime hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est une personnalité du monde culturel que la République démocratique du Congo, principalement la ville de Kinshasa, a détaché auprès du peuple ivoirien. Kinshasa a tenu à lui rendre hommage, vraiment tout officiellement. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, avec le message que nous apportons toute notre compassion au peuple ivoirien qui a perdu un grand homme, une étoile d'État, comme on dit chez nous,
Et c'était pour nous les Congolais un grand mécène. Véritable mécène du monde culturel, le nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko est omniprésent dans les œuvres d'artistes et musiciens congolais. Et même le jeune Congolais, artiste musicien qui commençait, il chantait déjà ce nom de Ahmed Bakayoko, parfois même sans le connaître, au point que tous pensaient que c'était un Congolais. Et au moment de son décès, les jours qui passaient, au Congo, certains artistes demandaient à quand le retour du corps, à quand le programme officiel. Et lorsqu'on leur apprenait que ce n'était pas un Congolais, c'était le grand étonnement. Outre Yvette Tabou Inangoy, elle-même fille du célèbre chanteur Taboulé Rochero, la délégation était notamment composée de Zakari Bababachoué, Papi Mboma, des personnalités de la culture congolaise, tous des proches du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à qui ils ont voulu rendre un dernier hommage. Témoigner également leur compassion au peuple ivoirien et particulièrement à la famille de l'illustre disparu. Et parlons justement du Congo. Une des stars de la musique congolaise, de la rumba, Koffi Olomide, était l'invité du JT de 20h. Il s'est entretenu avec Kolo Koulibaly sur la proximité qu'il entretenait avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, rappelons-le, était un passionné de la culture et des rythmes congolais. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. Je suis fier d'avoir eu l'honneur d'être un des amis de Ahmed. Je suis venu ici, le cœur plein de douleur, mais j'ai vu ce qui a été fait et je voudrais tout de suite dire merci pour Ahmed Bakayoko, à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui a tout fait, qui a été même hier à Séguéla pour l'enterrer avec tous les honneurs. Je dis merci aussi à Madame Dominique Ouattara, parce que c'est elle qui a appris à Ahmed la générosité. Ahmed, c'était l'homme qui avait le cœur sur la main. Les artistes africains auront du mal demain à trouver quelqu'un qui soit le mécène idéal comme l'était Ahmed. C'était plus qu'un frère. On s'est rencontrés aux États-Unis et puis on s'est retrouvés à Abidjan. C'est quelqu'un qui était un grand mélomane qui aimait la musique de Koffi Olomide. Et le courant est passé tout de suite entre nous. Il est venu 2 ou 3 fois chez moi à Kinshasa pour me saluer, pour me dire bonjour. Jusqu'au moment où il était Premier ministre, il continuait d'être fidèle à ses vertus. Il était toujours humble, il était toujours proche des gens. Je ne vous dirai pas le nombre de problèmes des artistes d'Afrique que Ahmed a résolus. Donc, le sentiment que je lui serai toujours redevable et que dans mon cœur, il vivra vraiment à jamais. Il était ministre d'État. Et il avait le courage de venir danser sur scène avec nous, les petites gens. Et il disait, je lui posais la question, il dit, mais non, vous savez, on devrait bien regarder de près ce problème parce que les ministres, les gens qui sont au pouvoir ne devraient pas être trop loin du peuple, vivre comme si c'était des marginaux dans l'autre sens du terme et être vraiment avec les gens, avec l'homme de la rue, les gens comme nous. Et c'est quelque chose de grand. Regardez comment le stade était plein pour la cérémonie d'hommage à Ahmed. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. J'ai vraiment pris un coup, mon ami volant au ciel. Voilà, témoignage émouvant de l'artiste Koffi Olomide. Rappelons que dans le prolongement de ses obsèques, la cérémonie du 7e jour se tiendra demain dimanche dans la commune d'Abobo, précisément à la mairie. Cette cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de RTI 1. À côté de cette actualité, il faut rester vigilant car la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 20 mars 2021 479 nouveaux cas de Covid-19 sur 4099 échantillons prélevés, soit 11,69% de cas positifs, 127 guéris et un décès. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à la date du 20 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 39 913 cas confirmés, dont 36 279 personnes guéries, 217 personnes
217 personnes décédées et 3417 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 481 527. Le 19 mars, donc, 1728 personnes ont été vaccinées avec un total de 24 171 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 19 mars. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au Parc des Sports de Trasheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Dans le domaine de la santé, à Gbemazo, dans le département de Séguéla, les femmes ont été invitées à fréquenter plus couramment le centre de santé de cette ville. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ces femmes ont bénéficié d'une séance de sensibilisation initiée par le personnel médical conduit par le médecin du centre de santé de Gbemazo, Kader Sogodogo. Foyer des jeunes de Gbemazo, village situé à une centaine de kilomètres de Séguéla. Campagne de sensibilisation avec pour thème information et sensibilisation sur les activités de la santé de la mère et de l'enfant. Selon Dr Yao Kwame Noël, médecin-chef du centre de santé de la localité, cette initiative fait suite à plusieurs constats, dont les augmentations des décès maternels et infantiles, les consultations prénatales tardives ou insuffisantes, ainsi que la faible couverture vaccinale. Les femmes ont donc été formées aux notions de consultation prénatale, bilan sanguin, échographie et soins à l'aide des comprimés ou par la vaccination. Toute chose pour inciter les femmes rurales à se rendre plus couramment à l'hôpital. Maintenant que vous avez bien compris cela, il faut consulter, il faut partir à l'hôpital pour pouvoir surveiller la grossesse. Donc allez à l'hôpital, consultez, respectez les rendez-vous, respectez les examens de sang, les examens d'échographie, afin que grossesse là, ça puisse bien se passer pour qu'après accouchement, bébé puis maman se porte bien. Un message bien perçu par les femmes bénéficiaires. Ce que le docteur nous a parlé, on a bien entendu. Maintenant, on va conseiller nos soeurs et nos frères pour les envoyer à l'hôpital pour qu'on soit en bonne santé. Avant Gbemazo, l'équipe médicale était à Konogo et à Karaba, deux autres villages de son aire sanitaire, pour la même activité de sensibilisation. Fonctionnel depuis 2017, le centre de santé de Gbemazo est l'un des mieux lotis du district sanitaire de Séguéla, avec un médecin, des infirmiers d'État, une ambulance et une maternité de 14 lits. Et parlons à présent d'éducation dans le but de sensibiliser les communautés sur l'importance des cantines scolaires. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tabagne a organisé une journée de mobilisation communautaire en faveur de ces cantines. Il s'est agi au cours de cette journée d'exhorter les bonnes volontés à fournir des vivres et non-vivres aux cantines afin de contribuer à l'alimentation des enfants. Le reportage est signé Herman Yamia. Dans la région du Gontougo, tout comme dans 6 autres régions du pays, il existe 2 types de cantines scolaires. Les cantines PAM appuyées par le projet Mark Gavendole, où les élèves ont droit à 90 jours de repas, et celles où les enfants n'ont droit qu'à seulement 17 jours de repas dans l'année sur les 165 jours de classe. Comment résoudre cette équation lorsqu'on sait que le but des cantines scolaires est de lutter contre l'absentéisme, la faim en milieu scolaire afin de réduire le taux d'abandon? C'est tout le sens de cette cérémonie de collecte de vivres et de non-vivres dans la sous-préfecture de Tabagne. Les conditions d'alimentation sont précaires et insuffisantes en éléments nutritifs. Les enfants parcourent de longues distances pour qu'ils soient inscrits dans des écoles loin de leur domicile familial. Alors, j'en appelle à votre sens de solidarité et de partage pour offrir au moins 30 jours de repas à nos chers enfants cette année. Les tout-petits, à travers un sketch, ont sensibilisé les parents sur l'importance des cantines dans le rendement des élèves. À l'issue de cette cérémonie, des vivres composés d'igname, des régimes de bananes, de sacs de riz, des pâtes alimentaires et des œufs, ainsi que des non-vivres composés d'ustensiles de cuisine et de bien d'autres matériels de cuisine ont été collectés par les organisateurs. Avec la banane, on peut faire des ragoûts de banane. Avec l'igname, on peut faire les ragoûts d'igname pour que les enfants puissent être vraiment en sécurité, apprendre, rester sur place à midi pour copier les leçons. Les initiateurs ont profité de l'occasion pour récompenser les acteurs qui se sont bien illustrés dans la gestion des cantines scolaires dans l'IEP de Tabagne.
Et on change de registre pour cette fois parler de dispositions pratiques prises par l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage en prélude à la saison des pluies qui s'annonce. Selon les prévisions de la Sodexam, celle-ci devrait commencer en avril pour s'achever en juin en vue de limiter les inondations dans les quartiers Palmeraie, Alabra et Rosier. Des travaux ont été entrepris pour faciliter le drainage des eaux pluviales. Grace Cando nous en parle. À partir du mois d'avril, débute la grande saison des pluies qui va s'étendre sur 3 mois. Pour prévenir d'éventuels impacts sur les populations, l'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions. Plusieurs ouvrages de drainage des eaux pluviales ont été réalisés. Du quartier Alabra à la rue Ministre jusqu'au nouveau camp d'Aquedo, nous avons réalisé un canal primaire de plus de 5 km avec un barrage de Créteil. Nous avons aussi les canaux secondaires, c'est-à-dire que le canal primaire a été réalisé, mais il faut aussi réaliser des canaux secondaires qui, ces canaux-là, envoient les eaux dans le canal primaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, ces travaux sont achevés à 100% et le coulement est continu sur environ près de 5 km depuis la digue jusqu'à la fin du quartier Alabra. Ce canal primaire est terminé, donc nous allons entamer le réseau secondaire pour pouvoir rendre ce canal encore à un fonctionnement vraiment optimal. Ici, nous sommes sur une digue qui avait été déjà, qui a été déjà réalisée, mais à la veille des sons de pluie, on fait ce qu'on appelle l'entretien des ouvrages. Donc ici, c'est l'entretien que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de curer l'ouvrage. Ces différents ouvrages ont été effectués en 18 mois et ont coûté plus de 6 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. Ils permettront de réduire les risques d'inondation. À la rue Ministre, nous avons des sections de 2 mètres. Aujourd'hui, nous passons à 6 mètres. Je parle en termes de largeur. Donc vous voyez qu'avant les eaux qui inondaient pour ciper la rue Ministre, aujourd'hui, ils ne pourront pas inonder la rue Ministre. Donc l'objectif vraiment, c'est de réduire au maximum, vraiment limiter au maximum donc, les inondations. Oui. Nous allons réduire de plus de vraiment 70% avec l'ouvrage qu'on a construit, mais aussi les canaux secondaires viendront encore augmenter ce pourcentage. La réhabilitation de la voie, le butimage avec les caniveaux qui vont encore converger vers les ouvrages de capital vont encore améliorer son fonctionnement. Pour la pérennité de ces ouvrages, l'Office national de l'assainissement et du drainage invite les populations à ne pas les utiliser à d'autres fins, telles le déversement des déchets. Et loin des inquiétudes liées aux inondations, la 2e édition de l'Emerging Women Leaders conférence s'est tenue ce samedi à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Une rencontre féminine tenue autour du thème de l'autonomisation financière des femmes entrepreneurs qui se donne pour objectif d'encourager les femmes entrepreneurs à œuvrer pour leur autonomisation financière. Les précisions de Didier Nguessan. Des femmes et jeunes filles réunies autour d'un objectif commun, promouvoir le leadership féminin africain. Cette rencontre, initiée par Afotouressemble et l'association GSP5, vise à encourager la jeune femme à l'autonomie financière. Les gens ne comprennent pas forcément les finances, ils ne comprennent pas comment ça se passe pour avoir accès au financement. Et donc, si on les assiste et qu'elles sont prêtes, nous pensons qu'elles peuvent réussir. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec des institutions. Vous avez vu, nos panélistes viennent de la Banque mondiale, de la BAD et d'autres institutions financières qui peuvent effectivement soutenir ces dames-là pour qu'elles aient accès au financement. Accès au financement, mentorat, réseautage et éducation sont entre autres les thématiques développées par les panélistes pour accroître et dynamiser les PME dirigées par les femmes. Elles ont droit aussi à une certaine aisance financière, mais que ça nécessite qu'elles se retroussent les manches, ça nécessite qu'elles se forment assez pour comprendre comment est-ce que le monde économique marche et ça nécessite qu'elles se mettent ensemble pour créer de la valeur et se tirer vers le haut. Lorsqu'on décide de créer un business, avoir un mentor ou un réseau assez puissant peut nous permettre de nous faire connaître. Ils vont nous donner des recommandations. Donc ça peut être aussi des signes de succès dans le business qu'on a décidé de prôner. Déterminés à prendre leur place dans la construction de l'économie du pays, cette rencontre est une opportunité pour ces responsables de PME de booster leur entreprise. Je pense qu'elles ont répondu à ces différentes questions et que par la suite, on pourra collaborer avec elles pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ensemble accompagner les femmes africaines dans leur autonomisation et dans le développement. Le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises a dit la volonté du gouvernement d'accompagner les entrepreneurs à croître et dynamiser leurs activités.
Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Kone, était l'invité du petit déjeuner débat organisé au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, de la France en Côte d'Ivoire, à Marc Horizon 4. Au cœur des échanges, les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique expliquées aux opérateurs économiques par le ministre en charge de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Kone. Le compte-rendu de notre reporter, Cheikh Kone. L'expropriation est une opération tendant à priver contre son gré un propriétaire foncier de sa propriété. Le plus souvent, elle se fait pour cause d'utilité publique. Une opération légale menée par la puissance publique, mais dont les contours ne sont pas bien cernés par les opérateurs économiques. Durant 3 heures d'horloge, Bruno Kone a expliqué les 3 principes qui fondent la mise en œuvre des procédures d'expropriation en Côte d'Ivoire. 1. L'utilité publique. 2. L'indemnisation juste et préalable. Et 3. La légalité de la procédure. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la déclaration d'utilité publique est souvent faite plusieurs années avant. Dès lors que l'État sait qu'il va réaliser un projet, son intérêt à lui, c'est immédiatement de déclarer d'utilité publique la zone. Cependant, le ministre reconnaît quelques désagréments liés à la lenteur des procédures. Qu'on ne reçoit pas immédiatement la contrepartie de l'expropriation. Mais bon, je l'ai indiqué tout à l'heure, malheureusement, la gestion des finances publiques, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Et on est tous soumis à cela. Les membres de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire ont évoqué d'autres difficultés liées à la procédure d'expropriation qui comporterait des risques pour leur investissement. Et ça fait partie aujourd'hui de la panoplie d'un investisseur immobilier de s'assurer justement qu'il n'aille pas jusqu'à cette problématique ou qu'il en tienne compte dans ses stratégies de réflexion et d'investissement. S'il doit y avoir expropriation, elle doit être justifiée, comme il l'a dit, elle doit être cohérente par rapport à des projets et elle doit être indemnisée à travers des prix qui sont les prix du marché. La Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire regroupe plus de 1000 entreprises qui emploient 120 000 personnes. Son traditionnel déjeuner débat vise à parcourir toutes les problématiques liées au bon fonctionnement de leur activité. Et on reste avec Cheikh Kone pour parler cette fois d'agriculture. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, s'est engagée à apporter de l'assistance aux agriculteurs sur la période 2020-2021. 2 axes majeurs ont animé les actions de l'ANADER, des actions basées sur la sensibilisation des populations et l'accompagnement des producteurs en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Les détails avec Cheikh Kone. Perturbation du système de production et de distribution des denrées alimentaires, limitation de main-d'œuvre, une situation due aux effets de la Covid-19 sur le secteur de l'agriculture, selon le directeur général de l'ANADER qui dressait le bilan des activités de son institution. Face à la situation, des mesures de riposte ont été engagées à travers 2 actions en faveur des producteurs. Au niveau du programme de riposte contre la Covid-19 initié par l'ANADER, dès la survenue de la maladie, et la publication des mesures de prévention adoptées par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, l'ANADER, consciente de son rôle d'animateur du milieu rural et de sa position de leader dans cette matière, s'est auto-saisie pour initier un vaste programme de sensibilisation des populations vivant dans le monde rural. Ce premier train d'action a touché pratiquement l'ensemble de toutes les localités rurales du pays. En outre, des semences, 300 tricycles ont été octroyés aux producteurs par l'État ivoirien pour renforcer la sécurité alimentaire. Quelle que soit l'évolution ultérieure de la pandémie, l'ANADER envisage de poursuivre, consolider et renforcer ses actions dans le cadre de sa mission de conseil et d'animation en milieu rural en vue de garantir la durabilité des flux d'avantages générés par le projet. Dans ce programme de soutien économique, social et humanitaire, un plan d'irrigation a été prévu en cas de changement climatique. Ainsi, 90 000 producteurs ont été impactés par les actions du gouvernement dans le cadre du PS-Gov. Dans l'actualité internationale, c'est demain dimanche que les Congolais votent pour élire leur président. Animés par un sentiment d'insatisfaction, voire de colère, certains Congolais préfèrent ne pas aller accomplir leurs devoirs citoyens, quand d'autres sont motivés à bloc à aller voter. La veille de cette élection, notre équipe de reportage au Congo, composée de Sidonie Davila-Kari et Adama, a interrogé la population sur justement l'engouement pour ce vote. Élément de réponse dans ce reportage.
La population de la République du Congo est estimée à environ 5 millions d'habitants. Parmi eux, près de 2,5 millions de citoyens sont inscrits sur la liste électorale. Alors que l'un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle est le taux de participation, Nzalagonda Guélor est bien déterminé à ne pas accomplir son devoir civique ce dimanche. Je ne vais pas voter parce que moi-même, je suis négligé au Congo. Au Congo, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Les autres travaillent, les autres ne travaillent pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, il y a les autres Congolais qui souffrent ici. On est contre ça. Donc, voilà pourquoi on a décidé de ne plus voter. Les raisons de cette abstention sont multiples, mais Davel Ogangue n'est pas de cet avis. Il a fait le choix de voter comme bien d'autres Congolais travaillant dans le secteur informel. Nous voulons que le pays puisse évoluer. Voilà pourquoi on veut que l'on puisse aller voter pour le progrès de notre pays. J'aimerais que le futur président puisse penser aux jeunes parce que nous souffrons. Tel que nous sommes là, nous avons besoin des sociétés dans le pays, qu'on puisse avoir un peu l'opportunité de nous épanouir comme les autres. Oui, je veux voter parce que le vote c'est un droit civique. Donc c'est réservé à tout Congolais. Parce que je veux un changement. Nous manquons du travail. Malgré nous avons étudié, mais nous n'avons pas du travail. Donc au lieu d'aller chercher à gauche ou à droite, on a préféré être dans la vente des matériaux de construction. En tous les cas, pour Trésor Mérec, les attentes pour ce nouveau quinquennat sont nombreuses. Ce que j'attends du prochain président, c'est donner plus de moyens à la jeunesse. Et quand je dis les moyens, ce n'est pas les postes, mais relever l'éducation. Parce que jadis, le Congo-Brazzaville était un pays réputé dans l'éducation. Mais aujourd'hui, nous voyons un peu que si vous tournez autour, le niveau scolaire est en berne. Et de remonter l'éducation, ici sur le plan de la santé, tout ce qui est social, de restaurer cela. J'ai grandi, j'ai un certain âge, aujourd'hui j'ai 40 ans. On ne parlait pas du sud et du nord. J'avais des amis du nord, comme ceux du sud, à l'école. Je ne savais pas qu'un tel s'appelait X ou Y, mais aujourd'hui ça existe beaucoup. Donc c'est ce que j'attends du prochain président. Consolider la paix, l'unité du pays. Le Congo, 342 000 km², est un pays pétrolier d'Afrique centrale qui recèle de nombreuses autres ressources. Juste avant de refermer les pages de cette édition, nous voulons rappeler que dans le prolongement des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, la cérémonie du 7e jour se tiendra demain dans la commune d'Abobo, précisément à la mairie, et que cette cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de RTI 1. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.